Donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Frédéric Blondel, sociologue, maître de conférences à l'Université Paris-Cité et chercheur au laboratoire de changement social et politique. J'ai quelques consignes consistant à ne pas parler trop près du micro, mais pas trop loin non plus. J'y vais ? Quand tu veux, je vous invite juste à savourer le titre choisi par Frédéric, quand l'autodétermination est dans l'œil de celui qui regarde. Voilà, donc je vais m'intéresser à la subjectivité, bien évidemment, vous l'avez compris, avec, pour un sociologue, donc à la différence de M. Gzin, je vais dire à peu près la même chose que lui, mais donc du point de vue du sociologue, et du sociologue plutôt interactionniste, qui est que je vais m'intéresser évidemment à des dimensions très empiriques, et je découvre que finalement un des problèmes de l'autodétermination, ça pourrait être la subjectivité des individus, et je vais essayer de traiter de cette question-là. Sur la question de l'autodétermination, pour un sociologue, il faut commencer par dire que c'est une définition souvent très politique. Et donc on connaît l'idée que la capacité des peuples à s'autodéterminer, donc avec ça on n'est pas bien habillé pour discuter de l'autodétermination de la personne polyhandicapée. Et donc j'ai fait comme M. Guillien, je me suis rabattu sur l'HAS, mais par contre nous n'avons pas tout à fait les mêmes lectures. J'ai lu moi le guide de recommandation de 2022 sur l'accompagnement de la personne présentant un trouble de développement intellectuel et dont le sous-titre est « Autodétermination, participation et citoyenneté ». Tout un programme un peu normatif, et on peut se demander si l'autodétermination, il n'y a pas une attente déjà orientée, qui est justement une attente subjective que l'on projette sur la personne en situation de polyhandicap, comme si elle désirait vraiment une participation sociale, etc. Mais ça, c'est un peu polémique ce que je dis là. Mais en tout cas, la HAS reprend la définition qu'a proposée M. Guillien tout à l'heure de Wemmayer, qui est que l'autodétermination se définit comme l'ensemble des habiletés et des attitudes chez une personne lui permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents externes indus. C'est exactement la même définition. Donc je vais partir de là. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est une définition qui est un peu open, qui est un peu fourre-tout, un peu tarte à la crème, etc. Mais quand même, on va voir l'intérêt de l'utiliser et les limites de son utilisation. Donc mon exposé se fait en deux temps, en quelque sorte, en deux plans. Dans un premier temps, je vais essayer de récapituler ce qui me semble justifier l'introduction du modèle de l'autodétermination dans les établissements, mais aussi peut-être presque comme projet idéologique pour donner un deuxième souffle à la prise en charge ou à l'accompagnement de la personne polyhandicapée, et de montrer qu'effectivement, il y a des caractéristiques sociologiques qui permettent de penser ça. Et de penser que là, on aurait peut-être affaire à une utopie qui pourrait advenir. Et puis évidemment, dans un deuxième temps, je suis très scolaire, antithèse, je vais essayer de montrer pourquoi ça ne peut pas marcher et que vraisemblablement, il faut qu'on s'intéresse beaucoup plus précisément aux dynamiques interactionnelles plutôt qu'à un projet philosophique. Et donc dedans, on rentrera sur la question de la qualité des moyens. Donc on y va. Le premier point donc, sur le contexte propice à faire de l'autodétermination une finalité pertinente pour l'accompagnement de la personne polyhandicapée. On a plusieurs aspects qui me semblent, moi, tout à fait intéressants. Et le premier aspect, je pars d'une anecdote. C'est les informations du 29 mai, où on a appris, les uns et les autres, qu'une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens, informaticiens, avait réussi la connexion entre la moelle épinière et le cortex cérébral, a réussi la connexion pour redonner la marche à une personne tétraplégique. Moi, j'étais derrière le poste, je suis resté scotché. Bon, là, il faut saluer la science, il faut saluer les progrès. Et effectivement, quand on entend ça à la radio, mais ça nous donne un avenir radieux pour le polyhandicap. Peut-être
qu'avec effectivement des interfaces, des méthodes de communication, etc., on va arriver à avoir justement cette émergence d'une conscience qui va pouvoir se mettre dans un langage que nous, on arrive à comprendre et saisir pour pouvoir effectivement être dans l'autodétermination. Donc vous voyez, c'est jouable, c'est possible, c'est pensable. Peut-être pas pour demain, mais en tout cas pour après-demain. Donc ça veut dire quand même que cette utopie-là n'est pas aberrante en tant que telle, surtout si on croit dans les dimensions de la science. Mais évidemment, il n'y a pas que cet aspect-là. Je parle aussi des progrès de la pharmacologie, qui ont été énormes depuis 70 ans. Je pense aussi aux neurosciences, aux technologies de l'imagerie médicale et autres intelligences artificielles qui viennent se combiner et réaliser, avec les progrès dans d'autres champs, je vais en citer quelques-uns, et qui vont permettre d'accroître la pertinence d'introduire l'autodétermination comme une utopie dont l'advenu serait pensable. De même, la découverte de la plasticité cérébrale, c'est un thème que l'on voit beaucoup maintenant dans les neurosciences, sur cette idée qu'on découvre que les individus ont une plasticité cérébrale et donc ont une capacité à travailler sur eux-mêmes, sur leur cerveau. Donc là, c'est toutes les approches comportementales, neurocognitives qui vont être utiles sur l'idée que l'individu va travailler sur son cerveau pour pouvoir changer son état. Et donc, évidemment, ça accroît les capacités d'autodétermination. On se sort d'une idéologie, d'un déterminisme social, voire même d'un déterminisme psychanalytique, c'est-à-dire inconscient, au profit d'une autodétermination via une action sur sa propre conscience, sur son propre cerveau. Mais prenons d'autres champs, et là je voudrais ouvrir sur le développement urbain. On peut penser que le développement des institutions d'accueil et d'hébergement en ville a permis un rapprochement avec les services hospitaliers et sans doute que le développement de la coordination entre ces différents types de dispositifs a pour partie joué en faveur du développement de l'accompagnement à domicile, de même qu'à l'établissement de parcours de santé et plus largement de parcours culturels, socio-éducatifs, pédagogiques, etc. Là, je renvoie à l'ensemble des communications que l'on va avoir cet après-midi et demain. On est là en plein dans le sujet sur cette idée que de plus en plus s'instaurent des partenariats qui sont propices à stimuler et à encourager évidemment l'autodétermination de la personne polyhandicapée. Donc ces différents éléments ont aussi accompagné favorablement l'évolution du regard de la société à l'égard de la personne polyhandicapée. Alors ici, on est optimiste. On va voir tout à l'heure que le revers de la médaille, c'est qu'on peut rester quand même aussi un peu prudent sur cette positivité-là. Donc, par ricochet, le processus d'individualisation des parcours et l'introduction dans l'accompagnement de l'autodétermination comme finalité invite à revisiter certains aspects des classifications utilisées pour définir le statut de la personne en situation de polyhandicap. Effectivement, déjà, rien que dans les interventions précédentes, on écoute Mme Tesnas, on écoute M. Zil, on écoute M. Quilien. De quel polyhandicap parle-t-on exactement ? Je regarde M. Solus, puisque je vais le citer tout à l'heure, évidemment. Alors, en effet, l'individualisation de la prise en charge a contribué à accroître les situations de proximité, donc là, je reste dans la sociologie, entre accompagnement et personnes polyhandicapées, et à intensifier leurs relations sociales, de sorte que ce processus social de stimulation conduit, du fait d'un repositionnement du regard qui se porte plus volontiers sur les potentialités que sur les déficits, à faire sortir nombre de personnes polyhandicapées de la définition standard, que l'on prenne celle proposée par l'annexe 24 ter ou celle proposée par M. Solus, dont je remercie la présence. Non pas, et c'est là un déplacement subtil, non pas que ces définitions soient devenues intrinsèquement fausses. Les déficits sont toujours là et bien répertoriés. On l'a vu tout à l'heure, déficit moteur, intellectuel, restriction forte de l'autonomie. Mais il s'effectue, et Mme Tesnas l'a dit, il s'effectue comme un déplacement du regard, comme une révolution copernicienne du regard qui voit en la personne, grâce à l'ensemble des progrès cités plus haut, un potentiel d'évolution qui n'était pas envisageable auparavant. Donc, pas de changement quant au diagnostic concernant les variables constitutives et entrant dans la définition du polyhandicap, mais changement du regard qui embrasse une perspective évolutionnaire de la condition de la personne polyhandicapée, comme si le polyhandicap n'était plus un état, une matrice structurante de l'identité, mais bien un point de départ, une situation relative qui ne demande qu'à évoluer.
Et cette reconsidération du regard et des espoirs de progrès projetés sur l'amélioration des conditions d'autodétermination de la personne polyhandicapée a comme corollaire la reconsidération de l'altérité dite radicale dans laquelle sont situées sa condition et son identité. On le voit, parler d'autodétermination conduit à de multiples révisions, et je voudrais en évoquer une dernière avant de venir à la seconde partie de mon exposé. Je voudrais aborder les effets de la mobilisation de la notion d'autodétermination dans les pratiques d'accompagnement. Il est certain que décliner par quoi l'autodétermination se traduit en pratique reviendrait à traiter du renouvellement du sens de l'intervention auprès de la personne polyhandicapée. Celle-ci n'aurait plus lieu pour ou au nom d'eux, mais à côté et avec la personne polyhandicapée. Pourquoi ? Parce que, vue sous cet angle, la dépendance n'est plus perçue dans l'ordre d'une relation de nécessité existentielle pour assurer le maintien dans la vie, mais comme une condition potentiellement évolutive de l'identité même de l'individu, condition à partir de laquelle doit se développer le travail d'identification des capacités à même de contribuer à l'apprentissage de l'autodétermination. Le travail d'accompagnement, plutôt que d'être centré sur la gestion qualitative de la dépendance, se voit réorienté vers la révélation à la personne de ses marges d'autonomie. La personne polyhandicapée n'est plus une personne perçue dans son altérité radicale, mais simplement dans sa différence d'avec la norme sociale du monde des valides. Différence renvoyant à une forme de vie spécifique et dont il faut encourager l'appropriation. On voit que ce nouveau regard s'inscrit en réalité directement dans la mouvance du rétablissement, donc dans ce courant américain de recovery, et qui s'est affirmé dans les années 90, ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure. Ce courant de pensée se centre non pas sur les déficits de la personne qu'il faudrait combler, réparer ou encore guérir, selon les contextes de problématisation, mais sur la valorisation positive de l'expérience de vie de la personne, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la personne polyhandicapée. Cette discussion, on la retrouve sous certains aspects dans justement le guide de l'HAS, qui est traversé par des recommandations qui, à mon avis, problématisent sociologiquement comme je viens de le problématiser, comme je viens de le faire. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième aspect. Pourquoi ? Parce que cette argumentation généraliste, elle est généreuse, mais est-ce qu'il ne faut pas entrer dans les détails des réalités évoquées pour sonder si la proposition donc, d'autodétermination n'omettrait pas de parler de ce dont il faudrait parler ? Donc là, je la joue un peu à la Foucault. Foucault, il dit qu'il faut parler à partir de ce dont on ne parle pas. On va essayer d'en dire deux mots. Et alors, en effet, à travers l'autodétermination, n'est-on pas en train de prêter de nombreux talents à la catégorie personnes polyhandicapées et aux personnes impliquées dans leur accompagnement ? Est-ce que les avancées technologiques ne fonctionnent pas comme un trompe-l'œil qui masque la réalité des relations sociales, ou encore comme un tiers objectif susceptible de gérer ou suspendre les états affectifs qui animent la relation entre les protagonistes de l'accompagnement ? Est-ce que l'autodétermination n'est pas autant un espoir pour les familles de voir s'accroître l'épanouissement de leurs enfants polyhandicapés qu'un fardeau qui exigerait d'elles, au prix d'une culpabilité intense, une mobilisation accrue auprès de leurs enfants en situation de polyhandicap, au détriment de leur vie sociale déjà bien sacrifiée ? Et donc je propose maintenant de mettre à l'épreuve de la réalité cette notion de détermination, et je vais prendre deux exemples cliniques pour illustrer mon propos. Le premier donc, est issu d'un entretien avec la maman d'Eva, enfant de 12 ans en situation de polyhandicap. Là, je lis parce que je vais rester près des propos de la maman. La maman nous dit, lors d'un entretien, « On doit tout le temps la surveiller. Elle ne peut rien faire sans nous. » Dans le cadre de nos rencontres, la maman d'Eva nous a également fait part du fait qu'elle a mis du temps à accepter que sa fille soit prise en charge la journée dans un centre spécialisé pour enfants polyhandicapés. Elle a également, à de nombreuses reprises, évoqué « Et s'il lui arrive quelque chose ? Imaginez qu'elle étouffe en dormant. Je dors avec elle tous les soirs pour être sûr que rien n'arrive. » Ces différentes remarques montrent combien les sentiments d'anxiété de la maman vis-à-vis de la santé d'Eva et les risques qu'elle imagine peser sur elle sont vifs, et combien cette anxiété
tente à la placer dans une relation fusionnelle à sa fille et dans une relation de surprotection. Alors ici, entre parenthèses, je dirais que dans l'HAS le guide traite de cette question-là, et il convient de la nécessité de distinguer, donc c'est ce qu'elle fait dans le guide, ce qui relève des ambitions et des projections des professionnels et le cas échéant de la famille sur la personne et de ce qui relève des souhaits de la personne pour elle-même. On a là 2 lignes dans le guide de l'HAS, et je pense que ces 2 lignes-là mériteraient un développement supplémentaire pour prendre en compte, évidemment, la douleur et la souffrance de la maman de Eva. En tout cas, notre exemple montre bien qu'il est judicieux de traiter l'état d'esprit des personnes impliquées dans l'accompagnement en même temps ou avant même que de traiter de l'autodétermination de la personne accompagnée. Un peu plus loin, dans le même entretien, la maman évoque un autre aspect intéressant pour notre propos. Elle dit savoir quand sa fille est fatiguée. « Je la connais, ma fille, dit-elle. Je sais quand elle est fatiguée. Elle gémit plus lorsque mon mari veut la prendre au bain. Et je sais que c'est pour dire qu'elle ne veut pas y aller. » Elle rend compte, par ses propos, de sa propre perception du code non-verbal qui s'est établi au fil des années entre elle et sa fille, un code où ce sont les émotions et la gestuelle qui servent de support à la communication. Dans cet extrait, on comprend que la maman établit apparemment une relation sûre entre le refus d'aller au bain et les gémissements qui expriment sa fatigue. La maman est capable de décoder 2 messages, le refus d'aller au bain et la fatigue de la fille. Ces 2 messages sont corrélés entre eux par l'interprétation que la maman fait du gémissement dans un contexte précis et à un moment donné particulier de la journée. Et si c'était la maman qui avait proposé le bain et non le papa, est-on sûr qu'il se serait passé la même chose ? La complexité dans notre exemple consiste à supposer que la moindre inflexion d'une des variables de la situation, l'interprétation peut être remise en cause. Ainsi, communiquer constitue un véritable enjeu du fait de l'altération majeure des capacités à communiquer verbalement. Et là, j'ai l'exemple d'Eva qui n'est pas aussi relationnel. Si on prend des exemples de situations de polyhandicap polyrationnel, il est absolument évident que la communication va être encore plus complexe. Ici, on a dans le fameux livre La personne polyhandicapée, qui avait été édité sous la direction de M. Ponceau, Camberlin, etc. On a de nombreux articles qui traitent de cette question de la communication et qui sont tout à fait passionnants. Donc je peux renvoyer à cette vision-là. Donc, la réponse aux besoins de la personne polyhandicapée dépend en partie donc, de la vigilance des parents et de leur capacité à interpréter pour autrui leur sens de leurs émotions et la gestuelle. Le second exemple, très court, est repris d'un exposé qu'avait fait M. Thierry Biette de Villemeur lors d'un cours qu'il a donné auprès d'une promotion d'étudiants en master de santé à Dauphine. Un enfant en situation de polyhandicap relationnel décompense. À la sortie de l'hôpital, l'enfant est transféré dans un nouveau centre en vue de sa prise en charge. Là, l'enfant se laisse glisser, ce qui le conduit à une nouvelle décompensation, réanimation à nouveau, et le choix est fait de remettre l'enfant dans son établissement d'origine. Progressivement, les symptômes de glissement disparaissent. Quelles conclusions, recommandations tirées de cet exemple ? Peut-on parler d'autodétermination ? Peut-on penser que l'enfant a exprimé un souhait, une volonté, si implicite soit-elle ? À ce stade de nos exemples, nous pouvons dire que les enfants communiquent plus des états de souffrance, de désagrément, que des contenus ayant valeur de contre-proposition. On pourrait prendre d'autres exemples qui mettent en évidence le problème d'interprétation de certains actes dont on ne sait s'ils sont réflexes ou intentionnels. De même, est-ce que l'on peut assimiler la manifestation d'une pulsion à un acte d'autodétermination ? Ce que l'on peut retenir en termes cliniques de ces 2 exemples, c'est que les enfants en situation de polyhandicap expriment au moins un refus face à la situation, à défaut d'exprimer une volonté orientée par une potentielle capacité d'autodétermination. Mais c'est l'expression de ce non à une situation qui, comme dirait Bachelard dans sa philosophie du non, qui ouvre à la science, au sens où il contraint l'interlocuteur à essayer d'aller plus loin dans ce qu'il a déjà compris, à réfléchir plus précisément sur les décisions qu'il prend au nom de la personne en situation de polyhandicap.
C'est pourquoi il me semble qu'un des objectifs pédagogiques que les intervenants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, pourraient s'assigner, c'est d'être très attentifs. Et cela, déjà, me paraît être une première marche d'escalier vers l'autodétermination. C'est d'être donc très attentif à interpréter de la manière la plus fine possible, individuellement et collectivement, l'expression d'un refus de situation plutôt que de s'assigner des finalités qui éloignent les protagonistes de l'effort qu'il faut fournir et de la vigilance dont il faut faire preuve pour comprendre ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Je vais venir maintenant sur un autre point, et qui est la raison pour laquelle on nous avait surtout demandé que je fais un coup de pub, parce que je n'ai pas vu le livre sur l'étalage là-bas, mais enfin, donc, avec Sabine Elzesco, on a fait ce travail sur le confin de la grande dépendance, dans lequel on évoque les formes de vie, et dans lequel on nous demande souvent de plancher sur la question de la tentation souveraine, et qui me semble être un obstacle aussi à l'autodétermination. Et donc, je vais essayer de venir là-dessus. Donc ici, je suis toujours sur la question de la subjectivité des protagonistes, mais là, versus pouvoir des protagonistes. Donc on a ça, et un pouvoir dont il est difficile de prendre conscience. Donc je veux parler du pouvoir arbitraire dont dispose potentiellement toute personne en relation avec une personne polyhandicapée. En effet, dans une recherche que nous avons menée avec Sabine Elzesco, donc celle que je viens de citer, est parue sous le titre « Aux confins de la grande dépendance, le polyhandicap entre reconnaissance et déni d'altérité », nous avons tenté de mettre en évidence que la vie des personnes polyhandicapées est une vie qui peut être à tout moment transformée en vie nue. Ici, on se réfère à Agamben, mais on se réfère à Agamben aussi pour les formes de vie. Notre collègue Zil évoquait Louis Wittgenstein. Nous, on est plus opérationnel. On s'était appuyé sur Agamben, donc c'est plutôt ce référent philosophique sur lequel on a travaillé. Une vie nue. En effet, une des caractéristiques centrales de la personne en situation de polyhandicap, c'est qu'elle ne peut, comme nous l'avons évoqué plus haut, parler en son nom, puisqu'elles sont dans l'impossibilité de communiquer verbalement. L'absence du verbe, combinée aux autres aspects de la dépendance objective, est source d'une asymétrie plus ou moins forte de la relation qui s'établit entre les personnes en situation de dépendance et les aidants, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou familiaux, et que lorsque les personnes ne sont pas en mesure de parler en leur nom, comme c'est le cas des personnes polyhandicapées, cette asymétrie de la relation ouvre la voie à l'instauration possible de rapports de suggestion contre lesquels la personne dépendante ne peut potentiellement rien opposer. Parce qu'elle se trouve justement dans une situation de désaide absolue qui propulse instantanément l'aidant dans une position d'omnipotence, donc de tout pouvoir, et cette configuration de relation, c'est l'hypothèse en tout cas que nous défendons avec Sabine Elzesco dans nos travaux, soumet les aidants à une épreuve à laquelle ils ne peuvent en aucun cas se soustraire, sauf à ne plus s'engager dans ces métiers de l'accompagnement de la personne polyhandicapée. Donc d'essayer de se soustraire. Et donc toutes ces personnes-là vont devoir faire face à l'épreuve de la tentation souveraine. Si on évoque le désaide absolu dans lequel se trouve la personne polyhandicapée, c'est parce que ce terme de désaide renvoie à l'impossibilité dans laquelle se trouve la personne de s'aider elle-même, ce qui peut se solder par la mort si nul n'intervient. Et c'est dans ce contexte de désaide que la position d'omnipotence potentielle des aidants professionnels prend tout son sens. J'ai conscience que l'approche que je propose maintenant se situe dans une rupture épistémologique profonde avec ce que suppose le concept d'autodétermination comme possibilité d'agir sur soi sans intervention extérieure indue. Donc si je reviens à la problématisation de la tentation souveraine, ce qui singularise la configuration de relation dont il est question ici, c'est d'un côté la nature potentiellement discrétionnaire du pouvoir dont dispose l'aidant professionnel, et c'est de l'autre côté la vulnérabilité extrême de la vie des personnes polyhandicapées, qui est une vie qui peut donc être potentiellement transformée en vie nue. Qu'est-ce que la vie nue ? C'est une vie dont le philosophe Giorgio Agamben nous dit de façon tout à fait énigmatique qu'on peut la tuer sans encourir de sanctions. Donc là, il faut simplement penser qu'il suffit de ne pas agir pour exercer un pouvoir sur la personne polyhandicapée. Lorsque la personne polyhandicapée est mal mise
où j'ai mis la nuit et que le soignant ne se lève pas pour la remettre en position, c'est l'exercice d'une tentation souveraine. Et donc c'est ça le pouvoir arbitraire, c'est agir, mais c'est aussi la possibilité donc de ne pas agir, c'est la possibilité de rester indifférent sans encourir de sanctions, puisque personne n'est là pour voir justement cette absence d'intervention. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple de la nuit, et on voit bien là l'importance de l'équipe et des processus d'autorégulation à l'intérieur des équipes dans les organisations. Mais c'est valable aussi dans la sphère familiale. Donc il est absolument évident que les personnes qui sont dans des situations de monoparentalité avec leurs enfants en situation de polyhandicap ont un pouvoir arbitraire souverain qui peut être très important. Donc c'est ça, il faut bien comprendre que c'est ce qui constitue le souverain comme tel, et c'est sa toute-puissance, puisqu'il est celui qui peut s'abstraire des règles du droit pour déclarer un état d'exception dans lequel il peut faire en sorte que le droit en vigueur ne s'applique plus. Et dès lors qu'un état d'exception est prononcé, celui qui occupe une position de souveraineté peut exercer sur la vie d'autrui une emprise qui peut être totale, et c'est cette configuration de relation que reflète donc le concept de vie nue. On va venir maintenant à la définition de la tentation souveraine, et dans le contexte justement de la dépendance, cette expression renvoie à la tentation des institutions, mais aussi des personnes, encore une fois, que celles-ci soient en position d'aidant professionnel ou de famille, de ne s'autoriser que d'elles-mêmes pour suspendre la norme en vigueur et créer, pour ainsi dire, un état d'exception dans lequel va s'affirmer l'arbitraire de leur puissance qui peut être, dans certaines circonstances, une puissance de mort. À l'opposé, on peut se retrouver, donc là, c'est toute une discussion sur les guides de bientraitance ou la standardisation de la bientraitance, le pouvoir arbitraire permet aussi de faire plus que la norme ne le propose. Donc là, évidemment, je suis plutôt à plancher sur le versant négatif de la toute-puissance, mais la toute-puissance peut avoir aussi, bien sûr, un versant positif et un versant qui est tout à fait important pour l'accompagnement de la personne en situation de polyhandicap. Donc l'idée ici, c'est que les accompagnants, dans la position souveraine et dans cette tentation souveraine, ne vont en référer qu'à leur système normatif. Et c'est ce système normatif qui risque de prévaloir sur justement les besoins plus ou moins exprimés fortement par la personne en situation de polyhandicap. C'est la raison pour laquelle il faut toujours insister sur cette question de l'interaction, de ce qui se passe dans l'interaction. Cela étant, il peut y avoir une position de surplomb sans qu'un pouvoir souverain s'exerce. C'est pour ça que nous parlons simplement de tentation souveraine. Le terme de tentation a pour fonction de souligner l'intrication centrale entre la position d'omnipotence qu'occupe de fait le professionnel et ce désir, que j'écris entre guillemets, qu'il pourrait avoir d'exercer la puissance que lui confère l'asymétrie de la relation. Il se peut qu'il n'use pas de cette puissance, mais dans tous les cas, la configuration de relation lui en donne structurellement la possibilité. Et donc l'épreuve de la tentation souveraine, c'est bien dans cette relation de face à face, de cette nécessité d'être à l'écoute de la personne polyhandicapée sans réellement prendre le pouvoir dessus. Et c'est ça, de respecter la forme de vie de la personne polyhandicapée, puisqu'on développe longuement cette idée-là dans le livre, c'est qu'en réalité, la personne polyhandicapée a une autonomie de vie. Elle a sa propre vie. Par contre, c'est nous qu'elle met dans la dépendance. C'est-à-dire que si on veut qu'elle survive, il faut qu'on s'occupe d'elle. Et c'est là qu'apparaît donc l'épreuve de la tentation souveraine, c'est de savoir ce qui est bon pour la personne polyhandicapée, ce dont on peut décider pour elle, sans que cela fasse violence à cette personne. Pourquoi cette épreuve est importante ? C'est parce que la personne polyhandicapée, n'ayant pas la parole, ne peut pas négocier sa relation. Elle ne peut pas, en aucun cas, elle ne peut exprimer et en aucun cas, elle ne peut tenter de resymétriser la relation. Donc c'est pour la raison pour laquelle cette interrogation sur la symétrie surgit en permanence dans la relation, et c'est ce qui pose l'ambiguïté de la configuration relationnelle dans laquelle est happé tout professionnel, ou en tout cas tout parent. Et
c'est qu'en l'absence d'intercesseur, donc de tiers, il appartient à l'accompagnant, dans le cadre de son interlocution interne, donc un travail sur soi, c'est-à-dire de son dialogue intérieur, de travailler contre lui-même. Et c'est ce que dans d'autres livres, on pense notamment à Zasman, le travail de culture, c'est-à-dire ce travail d'élaboration sur soi-même de la violence qui est en nous, et d'essayer de faire taire ou non les voix qui lui disent littéralement que cet être-là n'est pas tout à fait conforme, d'ailleurs, peut-être n'est-il pas tout à fait humain. Plus la méconnaissance du polyhandicap est avérée, et plus la tentation d'adopter des postures souveraines est forte. Et pour peu que la relation d'aide ait à se déployer dans une temporalité très compressée, on revient sur le temps, alors ce risque devient majeur. Il y a des articles qui sont très intéressants de Marcel Nuss, où là, il a fait un article l'année dernière. Alors, c'est des articles toujours au vitriol avec, avec Marcel Nuss, mais qui est très intéressant puisque c'est un grand dépendant donc, qui vit allongé sur une table et il évoque l'impossibilité d'accéder chez le dentiste parce que maintenant, justement, grâce aux avancées technologiques, tout est fixé au sol ou au plafond et il faut absolument que la personne soit mobile pour pouvoir entrer dans le cabinet. Donc ici, on a des contre-exemples des avancées technologiques où on a quand même des contradictions entre cette idée de développer la solidarité, l'inclusion en direction des plus faibles, mais en même temps d'être dans une société hyper performante qui tente à être excluante pour tous ceux qui n'ont pas la validité de pouvoir aller dans ce genre de cabinet. Lorsque les personnes polyhandicapées sont accompagnées dans des structures dédiées, c'est l'absentéisme, l'accroissement de la pénibilité du travail, les sentiments d'usure, le manque de formation ou encore la routinisation des accompagnements qui peuvent conduire les professionnels à adopter des postures souveraines. Et à leur égard, on pourrait là encore donner des exemples très concrets qui, dans l'ensemble, montrent que face à une altérité aussi radicale, la relation d'aide n'est jamais exempte ni d'ambiguïté ni d'ambivalence. En réalité, l'une et l'autre sont structurelles et le véritable défi concerne en dernier ressort la capacité, mais aussi la volonté des institutions et des professionnels qui les représentent à identifier comme telles des postures souveraines qui restent bien souvent du registre de l'impensé, précisément parce qu'elles s'inscrivent dans un registre très informel et invisible qu'il est difficile d'appréhender. Conclusion. On le voit, mon exposé contient une hypothèse sous-jacente et qui redouble la problématique de départ. D'un côté, il faut traiter de la prise de conscience par les accompagnants des capacités d'autodétermination de la personne polyhandicapée, et d'un autre côté, et simultanément, il faut repérer, pour mieux les accompagner, ce qui empêche les accompagnants d'exercer une prise en compte digne de ce nom, c'est-à-dire une prise en compte qui intègre dans son acte d'accompagnement une attention au refus de situation ou encore une attention au refus acté par un professionnel lorsque celui-ci refuse de prendre en compte ce qui lui résiste. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Y a-t-il des questions dans la salle ou des interventions, que ce soit pour l'intervention de Frédéric Blondel ou de Jean-Yves Quilien? Il n'y a que le premier pas qui coûte. Je crois que vous les avez scotchés, ils sont éperdus d'admiration, ils ne peuvent plus poser une question. C'est vraiment votre dernier mot? Ah, Geneviève Petitpierre. Oui, merci pour les deux exposés qui sont vraiment magnifiques et extrêmement riches. Moi, j'avais envie de peut-être reposer une question par rapport à la question de la souveraineté, ou en tout cas des attitudes souveraines et des rôles, des fonctions. Je me demande jusqu'où, parfois, en tant que professionnel, mais peut-être aussi en tant que parent, le sentiment, en fait,
des prises de position, parfois d'intervenir au niveau de certaines décisions, ne fait pas partie aussi en partie du rôle. Je pense à un exemple que j'avais vu dans la littérature où un éducateur racontait avoir averti une personne en situation de handicap du fait que le linge qu'il était censé aller chercher à la buanderie était disponible et qu'il pouvait aller le chercher. Et en fait, il voit passer en fait, la personne quelques minutes plus tard et spontanément, il lui dit « Mais Martin, en fait, je t'avais dit demain. » Alors que finalement, la personne était libre d'aller et venir chercher son linge à tout moment. Mais finalement, cette espèce de sursaut de garder finalement le contrôle sur la situation, c'est-à-dire je te dis ce que tu fais, je te dis quand tu le fais, à la limite comment tu le fais. Et j'ai trouvé que cette auto-analyse finalement de sa réaction qui était vraiment très spontanée sur le moment avait été très saine dans le sens où finalement lui-même s'était senti investi de ce rôle de guider, de déclarer, d'accompagner, de préciser les conditions finalement de l'accompagnement et aussi de la liberté de la personne. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une déconstruction qu'on a à faire finalement parfois des rôles professionnels, c'est-à-dire que dans le rôle éducatif, il y a forcément une dimension d'accompagnement, mais aussi de structuration qui fait partie aussi de la transmission sociale qu'on est censé aussi inculquer peut-être, transmettre, communiquer. Mais il y a bien sûr aussi le soutien, et c'est probablement l'aspect le plus important, du soutien à la propre construction de la personne. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui, des fois, est difficile à trouver, et ce d'autant plus quand la personne en face de nous n'a pas toujours la possibilité de nous dire « Ah là, tu exagères, en fait. Là, c'est moi qui prends le relais. Là, c'est moi qui c'est mon champ d'autonomie. » Je pense que vous posez une question assez centrale au sens où alors M. Xil avait attiré l'attention sur la manipulation du terme d'autodétermination. Et je pense que l'autodétermination telle qu'on la conçoit aujourd'hui, il y a une connotation très normative à l'intérieur et les gens doivent s'autodéterminer, mais donc on est dans une injonction à l'autonomie très forte, s'autodéterminer en désirant participer socialement, en désirant s'inclure, en désirant travailler, etc. Et c'est pour ça que moi je reviens un peu en amont sur cette question normative, et c'est pour ça que je suis un peu comme Bachelard là, sur le refus, c'est-à-dire d'essayer d'interroger le refus ou la philosophie du non pour essayer de comprendre quelles sont les intentions du point de vue de la forme de vie de la personne polyhandicapée et non pas du point de vue de mon désir normatif sur elle. Et là, c'est difficile à trancher. Alors c'est pour ça que j'évoquais dans mon exposé que ça devient un trompe-l'œil, l'autodétermination, ou qui, en tout cas, nous éloigne de la nécessité de penser notre rapport terriblement normatif à un projet qui n'est pas un projet de vie, mais des fois on se trompe. On n'est pas sur les projets de vie de la personne handicapée, on est sur ses projets d'insertion. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y a un travail préliminaire à faire. C'est pour ça que l'autodétermination, mais ça a déjà été rappelé là tout à l'heure par M. Quilien, l'autodétermination de la personne, alors, déficiente, etc., ne peut pas se faire sans une posture de bienveillance et, à mon avis, non normative de la part des accompagnants. À partir du moment où on commence à fixer des objectifs, je dirais, normatifs,
Patrick Declercq, bon, moi c'est un exemple que j'avais travaillé il y a longtemps. Patrick Declercq, qui avait travaillé sur les clochards, avait évoqué que les politiques publiques étaient dans une erreur en pensant que les clochards, on pouvait les réinsérer et que quand ils venaient pour demander un logement d'urgence, etc., on leur disait « il n'y a pas de problème, tu arrêtes de boire et tu as le logement ». Demander ça non pas à un SDF, on parle bien d'un clochard déchu, etc., qui est alcoolique depuis 30 ans. Là, d'un seul coup, cette idée de l'autonomie et cette idée du désir d'insertion qui serait spontané, naturel. Or non, c'est inconstruit. Comme d'ailleurs la discussion sur est-ce que spontanément les individus désirent vivre à la maison, au domicile, c'est cette discussion sur la désinstitutionnalisation, je pense qu'elle n'est pas très bien posée si on est dans une approche non normative du projet de vie. Si on est dans une approche normative pour faire fonctionner la société et pour essayer de contenir la cohésion sociale à travers des normes qui nous sont très collectives, alors dans ce cas-là, oui, c'est justifié. Madame Boutin. Oui. Je t'apporte un micro. Ça me permet de bouger. On m'entend pas. Bon, le plus important, il dit maintenant. Je voulais dire justement que dans votre exposé, on parle beaucoup de refus de la personne. Moi, il me semble que si on veut favoriser l'autodétermination, il faut savoir prendre en compte les expressions d'adhésion de la personne. Et quelquefois, c'est un petit peu oublié, parce qu'il y a des situations tout à fait inattendues dans lesquelles vraiment on trouve que la personne adhère complètement. Et de savoir relever ça et de la proposer, ça me paraît d'une part plus sympathique que les histoires de refus qui existent, qui sont très très importants. Voilà, je voulais juste dire ça. L'adhésion, c'est aussi une dimension très importante pour déterminer, pour favoriser l'autodétermination. Alors, je réponds tout de suite. Pour Bachelard, la philosophie du non, c'est-à-dire c'est le refus, c'est plus riche d'instruction que l'adhésion. Au sens où l'adhésion, si la personne adhère à ce que je lui propose, elle rentre dans un processus de mes propres normes. Et on sait très bien que ce que nous dit Bachelard, mais d'autres psychosociologues, que c'est à partir du refus que le changement peut être pensé. Tant qu'on est dans l'adhésion, on est dans une mimique, possiblement, d'attachement et à la norme qui est proposée. Alors, il se peut que la personne soit d'accord avec la norme, mais là encore, on n'en sait rien. Alors que le refus interroge plus. Une minute. Excusez-moi, je ne vais pas trop bavard. L'adhésion, elle n'est pas toujours par rapport à la norme, elle peut se prendre. Elle peut être hors norme. Donc c'est pour ça aussi que je trouve qu'il faut faire attention. Et donc là, il faudrait qu'on reprenne des cas cliniques. Alors on va changer d'interlocuteur quand même. Pierre-Luc Bossé, Université de Sherbrooke au Québec et Fondation John Bost. Je fais un projet en partenariat avec France Québec. Je voudrais revenir sur deux éléments qui m'apparaissent fondamentaux pour comprendre l'autodétermination dans une perspective interactionniste. Premièrement, une définition de l'être humain qui est non pas individualiste, mais relationnel. On n'est pas parti du constat que l'être humain a besoin de relations pour demeurer en vie. Sans relation, l'être humain ne demeure pas en vie. Donc, penser l'autodétermination sans relation, c'est une erreur fondamentale, c'est une prémisse qui ne tient pas la route. Deuxième élément, c'est la notion de raisonnement. Le raisonnement cartésien, basé sur l'intellectualisme, les capacités intellectuelles, ne tient pas la route dans le champ du handicap, dans le champ du polyhandicap. Moi, je suis spécialisé en santé mentale, mais ça ne tient pas la route non plus dans les troubles psychiques, quand la personne est hallucinée, qu'on discrédite son propos et tout ça. Martin Nussbaum, une auteure de l'approche par les capacités qui a été nommée, définit la notion
de choix basé sur la raison pratique. La raison pratique, c'est la manifestation de vie, finalement. C'est la manifestation de la vie à travers les expériences vécues. Et c'est par des gestes communicationnels, par des comportements, par des désirs d'apprendre ou des refus. Donc, est-ce que c'est les désirs ou est-ce que c'est la manifestation du refus? Mais moi, je dirais que c'est les deux à la fois. On doit mettre en dialogue qu'est-ce que la personne manifeste comme désir de vivre et qu'est-ce qu'elle manifeste comme refus de vivre des situations. Donc, je mettrais les deux choses, ces deux éléments-là en perspective en disant, prenons un pas de recul face à la raison intellectuelle et regardons comment la personne manifeste sa raison pratique, son désir de vie, dans toute son expérience, dans son aspect émotionnel, et là, c'est là que la subjectivité prend toute son... Comment elle se représente ses expériences de vie avec ce qu'elle est comme personne différente, dans un contexte relationnel qui peut être à la fois capacitant, c'est-à-dire des relations qui offrent des opportunités de vivre des expériences, mais aussi peut-être des relations qui sont incapacitantes, où là, il y a des abus de pouvoir, où on ne tient pas compte de ce que la personne manifeste, on le banalise, on ne tient pas compte, on lui impose la norme, etc. Donc, c'est deux points qui alimentent ma réflexion actuellement, que je voulais partager parce que ça me semble fondamental pour aller plus loin. Parce qu'autodétermination, les définitions qu'on a données d'autodétermination dans le champ du polyhandicap, bien, ça ne tient pas la route. C'est impossible avec ce qu'on a dit. Mais si on le dit en termes de raison pratique, et si on le dit dans un contexte relationnel, là, on peut penser plein de choses. On pense à aménager des environnements favorables, on pense à créer des espaces relationnels qui sont capacitantes, on pense à aménager le temps pour que ce soit un temps pour que la personne puisse vivre des expériences nouvelles. Donc, ça l'ouvre des portes. Mais bon, voilà. On est assez d'accord sur l'idée que la notion d'autodétermination, c'est une forme de... Je ne sais pas si c'est un relookage managérial pour institutions en mal de perspective, mais on est d'accord. D'ailleurs, vous l'écrivez très bien dans les attendus du colloque. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de prendre en compte les besoins de la personne en situation de polyhandicap, prendre en compte ses besoins, ses attentes? Donc, est-ce qu'une fois qu'on a fait le tour et qu'on a bien discuté, est-ce qu'on ne se retrouve pas, encore une fois, comme objectif central, qui est d'assurer le confort et une qualité de vie à la personne en situation de polyhandicap, et d'essayer d'en assurer le bonheur à partir de la forme de vie qu'elle nous propose, et non pas à part d'attentes normatives où on risque de rentrer dans des stimulations du type éducatif, professionnel, qui, à mon avis, arrivé à un certain âge, pour avoir eu des exemples, rechute de toute façon, et donc fonctionne comme étant un leurre, d'ailleurs relativement désespérant pour les professionnels et pour les familles. Oui, j'amène un complément à ce que vous avez dit, Monsieur Bossé. De mon point de vue de parent et de professionnel, je pense qu'il n'y a aucune différence du concept d'autodétermination qu'on va s'appliquer, que je vais m'appliquer à moi-même, et de la façon dont on va l'appliquer à une personne polyhandicapée. Je pense que l'autodétermination telle que ça a été défini par Weymeyer en particulier, mais bon, je n'ai pas l'ensemble de la connaissance que les chercheurs peuvent avoir sur ce sujet-là, rejoint des concepts universels anthropologiques. Et que de ce fait-là, nous avons l'exigence éthique, en tant que professionnels, en tant que parents, de réfléchir à la façon dont les personnes polyhandicapées
peuvent exercer comme tout le monde ce droit au choix de vie. Et ça n'est pas une norme. Ou la norme, c'est le contraire d'une norme, c'est un universel. Et je pense que si on passe à côté de ça, on tombe directement, effectivement, dans des pratiques, comme vous l'avez évoqué, avec la tentation souveraine que vous avez évoquée. On passe à côté de l'humanité de la personne avec qui, effectivement, on est en relation. Alors, après, que ce soit dans le cadre... la personne humaine est un être de relations et ne vit que par des relations. Ça, c'est aussi un fondement éthique essentiel. Mais voilà, je ne partage pas du tout l'avis comme quoi il faudrait adapter ce concept d'une façon ou d'une autre aux personnes polyhandicapées. Alors, certes, dans les outils, bien sûr, dans le travail ou dans la façon de soutenir, bien sûr, il y a des spécificités, mais c'est pas ça le cœur du sujet, de mon point de vue. C'est au contraire le respect ce qu'on pourrait qualifier un droit, comme c'est posé d'ailleurs dans le cadre législatif, un droit universel au choix de vie. Et encore une fois au bonheur, tout simplement, si on veut simplifier les choses en langage facile à comprendre.